Bienvenue au salon, c'est la pause culturelle du vendredi en Midi-Pyrénées. Donc aujourd'hui nous accueillons Jacques Brianti, peintre de Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Alors vous êtes tellement profusionnel que nous allons dire tout de suite aux téléspectateurs que tout au long de l'émission, eh bien, nous allons diffuser dans ce cadre-là votre œuvre. Parce que vous avez 60 ans quasiment d'expositions diverses et variées. Vous utilisez tous les supports. Pour donner un petit peu une idée de ce que vous faites, eh bien, vous aurez ce support à l'image et ça vous donnera probablement envie d'aller voir de plus près ensuite. Ce qu'il nous faut, nous, en revanche, c'est que vous nous disiez tout de suite quel est le dessous de la toile, quel est le ressort, quel est le déclic qui fait que vous êtes tombé dans la peinture. Ça, c'est notre question obligatoire du début. Oui, elle n'est pas neuve, hein, mais elle m'embarrasse toujours. Ah ben, normal. Parce que je pourrais raconter deux histoires. Dire que c'est né d'une force intérieure qui m'a amené à ça, etc. Vous y croyez ? J'y crois un petit peu. Mais il y a eu des faits de vie, quoi, des moments de vie qui ont décidé que ce serait ça. C'est cela qu'on veut connaître. Ouais, c'est ça. Cela c'est simple, hein, une enfance tranquille mais un peu perturbée, la maladie, des scolarités un peu brouillées. Vous arrêtez en cinquième ? Je fais une sixième, une cinquième, une sixième, deux sixièmes, deux cinquièmes, avec des rechutes, etc. Puis un jour, j'ai considéré que je ne voulais pas avoir un bac à 30 ans, 30 ou 40 ans. Et ma mère, qui était très, très lucide et très pas permissive, mais très moderne de ce point de vue, elle a ouvert le champ de mon émancipation, quoi, et j'ai fait un peu ce que j'ai voulu. Alors j'étais plutôt un convalescent qui cherchait à s'occuper. Et ce que vous avez voulu, c'était les Beaux-Arts, alors ou pas tout à fait. Les Beaux-Arts, c'est venu tranquillement, quoi, petit à petit. Hein, entre 12 et 15 ans, on s'est cherché. Il y a eu la lecture à profusion. Et puis, j'ai habité Tarbes, à proximité d'une école de beaux-arts, enfin de cours du soir. Je voyais des jeunes rentrer comme ça. Alors, quand je le veux facile et rigolo, je dis qu'il y avait une jeune Suédoise qui... j'étais captivé, mais je ne pouvais la voir que dans un cadre bien défini, dont un jour elle est rentrée dans l'école et je l'ai suivie. C'est vrai aussi. C'est un peu vrai, mais je crois que la vérité, c'est que aussi j'allais au musée Massé, ma mère avait des relations amicales avec le conservateur, il me laissait rentrer et je fouinais, j'étais maître chez moi, comme j'étais maître à la bibliothèque municipale de Tarbes, quoi. Voilà, c'est comme ça. Alors ça s'est construit un peu comme ça, l'envie, et puis un jour, il faut se décider à faire quelque chose, donc je me suis un peu plus établi, et puis c'est venu, puis c'est venu, puis c'est venu. Mais j'ai été un laborieux de ce point de vue, c'est pas venu facile comme ça. Alors je vous propose de plonger directement dans votre antre d'Ali Baba, où visiblement, oui, aïe, ça c'est pour le désordre. Est-ce que le désordre est une qualité assez artistique, tout de suite? Dites-moi oui. Non, mais le désordre, c'est relatif. Hein, les gens qui viennent pensent qu'il y a du désordre. Moi, je sais à peu près où sont les choses. Oh. Hein, je chemine dedans. Mais pour faire rentrer vos caméras, j'ai dû dresser passage quand même. Hein. Voilà. Vous marchez sur vos œuvres, littéralement. C'est strate après strate. On dirait que toutes les années d'accumulation sont là et que parfois vous en oubliez, mais elles ont fait partie de la... Oui, dans mes anciens ateliers, oui. La maison était charpentée, les ateliers étaient charpentés de telle manière qu'effectivement, j'empilais, quoi. Puis il y a eu un moment de vie un peu compliqué où il a fallu... on s'est séparé de cette maison et de ces ateliers immenses et on a été amené au rangement, ce que je ne connaissais pas, quoi, terrible, à la non ? méthode. Non, mais il faut être utilitaire. On s'en est servi pour faire un inventaire, pour ranger. Maintenant, il y a des rayons, il y a des... Enfin, c'est relativement maîtrisé, quoi. Parce que c'est comme également ce que vous utilisez comme matériau. Là, on vous voit en train de crayonner, mais vous utilisez le charbon, l'acrylique. Vous testez tout. Vous êtes un aventurier quand même, non ? Non. D'abord... Ça, je ne sais pas trop en parler parce que c'est vrai que j'ai tout fait. Hein. Fait la commande publique, beaucoup de commandes publiques. Donc là, j'ai employé des gros matériaux. Je travaillais avec des artisans, des gens qui établissaient des grandes choses. Mais après, je ne suis pas embarrassé. Si je descends un matin dans l'atelier et qu'il n'y a plus de peinture, je prends du papier. S'il n'y a plus de papier, je prends du bois. Et,
Non, je suis un profiteur des matériaux, quoi. Puis il y a les problèmes, les contingences matérielles aussi qui font que des fois on ne peut pas aller là où on veut aller. Alors est-ce qu'on va rester contemplatif, attendre le grand chèque qui va vous permettre d'acheter la grande peinture? Donc on invente. Et puis, mais je crois que je suis pas le seul à avoir fait ça, quoi. Et vous faites pareil pour vos thèmes finalement. C'est presque une épicerie, on peut vous demander la guerre en Tchétchénie, on peut vous demander Franco, on peut vous demander la Renaissance. C'est plus complexe quand même. Là, là c'est pas du... Il y a des volontés, il y a du sens, il y a des directions, il y a quand même des dominantes fortes. En général, tout ça c'est maîtrisé. Même si ça arrive, un sujet peut en bousculer un autre. Je suis attentif au monde et c'est ce qui m'intéresse, moi. Hein. Bien sûr, ça, on va y revenir sur votre côté militant, je pense. Il faudrait qu'on regarde votre deuxième partie d'atelier, en fait, en passant par le petit sas du jardin, oui. Où vous vous ressourcez probablement, où vous... Oh, bon, quand on a un mal au dos, quand je sais pas, quand on entend quelque chose qui ne vient pas, et puis on s'en va, on fait le tour... on s'installe, mais bon, c'est un monde de la ruralité, parce que j'habite dans un pays quand même qui se définit comme cela, mais c'est pas mon point d'ancrage pour travailler, quoi. Il me faut la ville, il faut que je prenne ma voiture, le train, ou parfois l'avion, pour aller dans des grands centres, là où ça dégage un peu plus, quoi. Voilà. Alors là, on vous voit donc dans l'atelier avec... cette obsession du corps, tout le temps, de la femme aussi. Je proteste là, parce que bon, c'est facile de dire femme, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peignent les hommes, et moi j'ai peint les hommes aussi. Mais les hommes, je les arrange pas toujours, quoi. C'est-à-dire que... Alors que les femmes, vous les aimez quand même. Certainement, mais les hommes aussi. Mais quand je prends les hommes, j'ai plutôt tendance à prendre l'homme de l'humanité. Et il n'est pas toujours très réjouissant, quoi. Voilà. Alors, la différence, elle est là. Cette année, vous avez quand même fait un acte de vie, comme vous dites. Vous avez offert à Bagnères de Bigorre 200 œuvres, 200 toiles. C'est énorme. Dites-nous, est-ce que vous arrivez à un processus concret de votre combat pour la décentralisation, là? Oui, alors ça c'est une vieille lune, mais que je persiste. Hein. À mes 20 ans, j'ai décidé de rester je choisis ce territoire. Hein. Il y en avait qui disaient, je monte à Paris, on fera là-bas, etc. Moi j'ai dit, je vais dans les Pyrénées par faire ma formation que je jugeais forcément très incomplète. Et puis parce que j'ai trouvé que les conditions de vie matérielle pour travailler, je serais en pleine puissance, j'aurais des espaces, j'aurais des moyens, etc., que je n'avais pas en ville. Et donc j'ai fait ce choix de territoire, je m'y suis accroché, mais pour me donner du courage, je suis rentré dans ce grand débat de la décentralisation, qui a été d'abord, il faut bien le dire, en région, porté très efficacement, du moins le discours et des actes par des artistes, avant que les politiques s'en saisissent et les économistes aussi. Et aujourd'hui, c'est un véritable aboutissement. On va regarder tout de suite donc, le reportage de Régis Cotias et de Jean-Pierre Josso. Alors, je vous alerte tout de suite, hein, pour l'instant, ça ressemble un petit peu à un squat désaffecté, mais... la victoire est là, quelque part. Il faut l'imaginer avec toute la brillance des cœurs et des corps de Brianti. La plaque et un imposant bâtiment sont restés. Les scientifiques, eux, ont déserté les lieux depuis plus de 10 ans. Un long sommeil, mais l'ancien siège administratif de l'Observatoire du Pic du Midi va connaître une seconde vie pour abriter les œuvres de la Donation Brianti. Bagnères prend possession de 200 toiles et dessins, à charge pour elle de les mettre en valeur. On a déjà des musées, qu'on a bénéficié par le passé de donations, qu'on a aussi des artistes comme l'aquarelliste Blanchaudin qui a une grande notoriété. Et par rapport à Jacques Brianti, que je connaissais puisqu'il a été mon prof de dessin au lycée, que j'ai connu également, lui dans la majorité, moi dans l'opposition au conseil municipal, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, je me suis dit, bon...
Il y a une responsabilité, oui, financière, savoir comment on va s'organiser, comment porter le projet. Mais il y a une responsabilité par rapport au devenir de la ville, à ce lac qui est quand même une chance. L'aménagement se fera par étapes avec une première tranche de travaux d'1 million d'euros pour une ouverture du site en 2014. C'est une structure avec des bureaux, il y a quelques salles un peu plus grandes. Les cloisons sont des cloisons légères, donc on peut retrouver très facilement des volumes pour avoir des salles d'expo. Puis on a quand même de la lumière. On a de la lumière parce que le bâtiment est ouvert sur l'ouest. Il y a un écrin végétal à l'extérieur qui est intéressant. Il y avait tous ces paramètres qui nous disaient ce lieu, il faut le faire revivre et lui donner une autre expression. Avant de voir les peintures et dessins dans leur nouvel écrin, une toute petite partie de la collection est présentée pour quelques jours encore dans le musée de la ville. L'étoile retrace le parcours artistique de Brianti. Le peintre et son fils Silvio, qui travaillent au projet de futur musée, ont isolé une quinzaine de peintures tirées des suites thématiques réalisées par Brianti, un témoin de son temps. C'est un artiste qui est vraiment en proximité et en phase avec la société dans laquelle il vit. Ça, c'est quelque chose qui revient, qu'il exprime assez souvent et qui revient dans ses peintures, même celles les plus anodines, le travail autour du corps, le paysage qui apparaît mais qui est toujours prétexte à raconter des choses, et après le regard ou les regards qui peuvent être portés sur l'histoire, les actualités du monde, qu'ils soient heureux ou malheureux ou difficiles. Connu pour ses eaux, son environnement de montagne, Bagnères veut renforcer son offre culturelle et espère ainsi attirer touristes et vacanciers dans une ville confrontée au déclin des activités industrielles. Donc ce fils qu'on a vu, qui range, qui trie et qui du coup vous révèle. Oui, bon, il a un exercice professionnel, hein, il a le bagage pour ça et les complicités de père à fils. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, ça marche excellemment. Sans lui, je crois que j'aurais pas mis autant d'ordre dans mon désordre, ou dans ce que vous appelez désordre. Mais oui, désordre richissime. Cette donation, c'est une vraie victoire. Vous êtes un artiste de pays qui impose non seulement qu'on aille voir de l'art ailleurs qu'à Toulouse, mais aussi qu'on puisse vivre dans toutes vos œuvres sans éparpillement. Oui, le mot impose est un peu fort, hein, mais je veux dire que quand on a effectivement milité globalement, j'ai travaillé pour le théâtre, l'implantation de troupes en région, etc. pendant des années, j'ai appris avec le théâtre cette manière de faire pour conquérir des territoires et pour s'installer et puis pour que les choses ne soient pas remises en question. Alors j'opère un peu comme ça, mais ça n'est pas une brutalité. Je rends à la ville ce qu'elle m'a donné. J'aime pas beaucoup trop ça, mais il y a un peu de ça. Et puis c'est une manière aussi, à un moment donné où on pose le problème des identités, etc. Moi, fils italien, de dire que j'avais besoin d'être peut-être de quelque part. Parce que même si je ne m'en suis pas préoccupé pendant 50 ans, le climat actuel est extrêmement troublant de ce point de vue. Et m'a amené à ne pas être dans cette distance confortable d'un citoyen français assimilé, etc., et qui parlait gentiment, poliment dans les fins de repas ou dans les meetings de ce qu'est l'immigration, etc. Donc il faut être de quelque part, voilà. Très bien. J'ai décidé que j'étais de Bagnères. Bon, ça c'est pour le lieu, c'est pour l'espace. Le temps, c'est donc la mémoire. C'est tout ce temps qu'il a fallu pour arriver à ça. Je vous propose tout de suite de regarder la chronique mémoire de Pierre Nicolas, qui lui ressuscite les premiers moments de notre télé régionale. Voilà votre cher pic du midi. Bon, où en êtes-vous aujourd'hui? Vous êtes un peu en période de désoccupation. Oui, c'est un mot que j'emploie pour qui me positionne entre deux grands opus, quoi, disons. Hein, je viens de terminer ce qui a été présenté au Jacobin cette année, qui devrait, en principe, si tout va bien, partir en Italie et en Espagne. Et puis, je suis sur un nouveau projet de voyage dans notre continent, qui est venu de l'idée que je me suis fait lors d'un tournage d'un documentaire me concernant,
fait par Jackie Tujug, où on a été aux frontières polonaises, la Slovaquie, le truc, et puis il y avait le GPS, il circulait, il n'y avait plus de frontières, il n'y avait plus de képi, il n'y avait plus de tout ça, et je me suis posé la question où sont passées les frontières. Je ne suis pas le seul, hein, Régis Debray a écrit un petit truc là-dessus, et j'ai envie de faire ce grand parcours comme ça. Ça, c'est votre projet à venir. C'est ce que j'ai dans la tête. Voilà, ce que vous avez dans la tête. Et là, je suis en train de boucler un travail qui était là depuis 3 ou 4 ans, dont j'ai tout empilé pour voir où j'en étais, quel est le type de camion qu'il fallait pour transporter. C'est un peu ça, oui. Voilà, la foire aux côtelettes, ça c'est de l'art contemporain quelque part. Oui, c'est près de chez moi, mais enfin, je les mangerai à la maison. L'art contemporain, vous avez dit? Non, mais j'ai rien contre. Parce qu'il serait trop facile de vouloir m'enfermer compte tenu de ce qu'on voit dans une espèce de monde qui serait très loin. Moi, je me sens très contemporain et je défie quiconque qui pratique l'art contemporain d'être aussi contemporain que je le suis dans le rapport à la société, je dirais. Ouais. Monsieur Brianty, votre livre de chevet, vous qui êtes un boulimique, un vorace de livres. Je crois que j'ai déjà répondu, hein, parce que avalanche de lecture, je dirais, ne m'a pas éloigné de la lecture, mais me rend incapable de décider d'un livre. Hein. Parce que on a des périodes de lecture qui ne se ressemblent pas. Je ne lis plus de romans, j'en ai lu beaucoup. Ou très peu, j'en lis. J'essaie d'en relire en ce moment, c'est très laborieux, donc je passe à autre chose. En tout cas, c'est dans le livre que je me suis construit, c'est dans le livre que j'ai appris, et je dois tout au livre. Que vous conservez d'ailleurs les revues, que vous conservez sur des années et des années dans votre atelier, dans lesquelles vous piochez. Il y a les livres et puis il y a les revues. Alors je suis un dévoreur de revues, j'achète des revues, les plus inconcevables. Il m'arrivait d'en dérober, même dans des endroits. Les cabinets de médecins, c'est très bien pour prendre. Non, mais pour prendre ce que j'ai pas envie d'acheter. C'est pour ça que vous avez un peu un côté chirurgical dans votre peinture parfois. Non, je m'en sers en ce moment sur le travail sur la mode notamment, c'est très fructueux. En revanche, votre livre quand même un petit peu fétiche, enfin on peut pas dire comme ça, mais vous êtes très poète, très amateur de poésie, et vous aviez quand même choisi Pasolini, il faut le dire. Oui, cette année, mais c'est par envie, par goût, mais par nécessité aussi, parce que j'ai travaillé sur son œuvre aussi. Hein. Alors, il y a un peu ça qui vient bousculer et déranger cet ordre-là. Votre film préféré? Le film préféré, c'est le même rapport au livre. J'ai vu beaucoup de cinéma, je me suis occupé de ciné-club, j'étais vraiment boulimique, et puis j'y vais de moins en moins. Mais j'ai gardé des choses fortes, et je les ressors, mais un peu utilitairement, si vous me demandez. Je vais parler d'Amarcord, de Paris, Texas, parce que y a cet exercice sur la mémoire, etc. Et je suis en plein dedans. Mais c'est des films que je n'ai pas oubliés. Bon, donc c'est l'actu de ce qui se passe dans la rue et dans le monde qui motive vos œuvres. Oui, toujours. Mais je sais pas où je vais pêcher, hein. Ça arrive, ça peut être la télé, ça peut être un déclenchement, la lecture d'un bout de journal. Vos déambulations dans la rue, puisque vous marchez beaucoup. Et je m'immobilise aussi dans la rue. C'est un peu mon côté italien, mais je suis capable de me figer comme une statue, de regarder passer les choses. Alors, c'est vrai que vous arrivez souvent dans une ville, par exemple, vous allez à un bout, à un terminus, avec un bus ou un métro, et vous refaites tout le chemin à pied pour vous imprégner peut-être, non ? Oui, j'ai trouvé ça... Bon, la première fois que j'ai expérimenté ça, c'était un peu rude, c'était à Mexico. Et là, ce sont des kilomètres. Mais on a trop... C'est pire que Bagnères. Oui, non, mais sur les villes, on a trop ce culte des centres qui sont propres, bien présentés, polis, gentils, nettoyés, etc. Alors moi, mon principe de visite, ma manière de visiter des grandes métropoles, c'est de prendre le bus, de me laisser porter à un terminus et de rentrer à pied. Voilà. Et là, on apprend des choses. Voilà, et vous faites feu de tout bois que vous ressortez peut-être des années et des années après. Ah oui, ça, c'est des choses qu'on emmagasine et puis bon, on s'en resserre
Ça, c'est un petit truc comme ça. Et, il faut avoir une capacité de remplir sa petite cosse et une grande capacité de la vider aussi, hein, pour ne pas trop porter de tout ça, parce qu'on n'est pas responsable de tout quand même. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Vous avez un côté très militant, très engagé quand même, qui fait que ce que vous allez voir, par exemple, quelques femmes avec leurs enfants qui sont probablement des Roms il y a des années, qui vont ressortir dans une grande fresque qui va dénoncer ce qui se passe chez les Roms actuellement. Oui, mais ça, c'est un exemple. Ça, c'était des peintures que je faisais il y a 20 ans, et j'étais en Slovaquie il n'y a pas longtemps, et c'était les mêmes images, et c'était bien triste. Je vous remercie. C'était trop fugitif, bien entendu, par rapport à la profusion de ce que vous nous proposez. Fin de l'émission. Vous pouvez la retrouver sur www.france3 et vous cliquez sur Région Midi-Pyrénées. La semaine prochaine, eh bien, vous retrouvez du lundi au jeudi Hélène Bazas et Christophe Dirnelt. Et nous, eh bien, c'est vendredi prochain avec Philippe Gérard Dupuis, grand photographe de Jazzman à Marcillac, et également, eh bien, vous l'avez peut-être connu quand il tenait son bistrot à Toulouse. À la semaine prochaine. Merci.